clap. On en parlera peut-être tout à l'heure de celui-là. Avec plaisir. Yann. Bon, écoute, Yann, je suis hyper content que ce soit toi le premier invité de ce podcast. Le podcast, je rappelle pour ceux qui ne savent pas encore, mais le podcast est né d'un pari avec des étudiants. L'année dernière, ils m'ont fait participer à un concours d'anecdotes où j'ai explosé les étudiants. Un petit clin d'œil aux étudiants qui devaient être un peu encore vénères, mais et en échangeant avec eux, je me suis rendu compte, c'est eux qui me l'ont dit d'ailleurs, ils m'ont fait, quand on bosse depuis longtemps, on a plein d'anecdotes. Et finalement, c'est ça le côté sympa aujourd'hui de travailler. Travailler, c'est aussi plein de contraintes. Il y a des choses un peu ubuesques qui nous arrivent, mais quand on en discute avec des gens qui travaillent depuis longtemps, en off, pas sur la partie de nos métiers en tout cas, on retrouve toujours des trucs sympas, des éléments qui nous ont marqués, des gens qu'on a croisés. Et c'est ce que je veux faire vivre moi à travers ce podcast, en invitant des gens qui travaillent depuis longtemps. Alors, je ne vais pas dire dans la classe senior, hein, on n'y est pas encore, puis de toute façon on a l'âge qu'on veut bien avoir, mais s'appuyer justement sur des trucs qui nous ont marqués dans notre vie professionnelle, plus que de parler de nos métiers. Voilà, donc je suis hyper content que ce soit toi, d'abord parce qu'on se connaît depuis un moment. C'est vrai. Parce que je sais que tu auras plein d'anecdotes vachement sympas qui vont plaire aux gens qui vont nous regarder ou nous écouter. Je te laisse te présenter en quelques minutes. Et avec puis, plaisir. Alors d'abord, expliquer où on s'est rencontrés, si tu t'en souviens. Alors je te laisserai la main sur ça parce qu'on n'a pas la même version. Et moi, j'ai parfois des problèmes de mémoire. Alors d'abord, merci de m'inviter. Je suis évidemment très honoré d'être le premier. Oui, catégorie senior, ce n'est pas un problème. Victor Hugo disait que l'avantage d'être âgé, c'est d'avoir son âge et tous les âges. Donc c'est la somme de nos expériences qui est intéressante. Alors moi, j'ai une vie pro assez formidable que j'ai choisie, avec un premier parcours très classique, après une école de commerce dans le groupe ESSEC. J'ai bossé pour 3 grands groupes qui m'ont permis de m'exprimer dans la grande distribution, du côté vente, et puis après dans la gestion d'entreprise. Donc c'était une vie très processée, très agréable, très apprenante. Et puis au bout d'une dizaine d'années, j'ai eu l'occasion de faire quelque chose de complètement différent, qui me passionne, puisque j'ai créé, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, un laboratoire de créativité qui officie dans 3 domaines. Le premier, c'est l'architecture d'intérieur, beaucoup pour les professionnels. Le second, c'est ce qu'on appelle peut-être un peu pompeusement le design sensoriel. Et puis le troisième, c'est ce qui m'amène parfois dans cette belle école, c'est la transmission. Alors soit auprès d'étudiants, soit auprès de chefs d'entreprise, pour travailler ensemble sur des problématiques de créativité. C'est-à-dire, pour faire très simple, comment est-ce qu'on peut faire pour rendre audible une parole en entreprise ou parfois même chez les étudiants qui est parfois dormante, parfois un peu même étouffée pour plein de raisons. Et mon travail, c'est en collaboration avec ces patrons d'entreprise, avec ces étudiants, de mettre en place des processus et des méthodes pour s'autoriser, très important l'autorisation, on va y revenir certainement dans le podcast, pour s'autoriser à penser différemment, pour générer des belles idées. Et on dit souvent des idées utiles. Alors, tu parlais tout à l'heure de. Enfin, je te demandais si tu te souvenais de quand est-ce qu'on s'était rencontrés la première fois. Oui. Alors, je sais qu'on n'est pas d'accord sur puisque on a fait l'exercice il y a quelques années où je t'avais invité à intervenir dans un de mes cours, une thématique improbable puisque le cours s'appelait Être la plus belle sardine de la boîte, Oui. qui venait d'ailleurs d'une de tes idées en parallèle, je crois, un concept sur lequel tu étais en train de travailler. Ma version des faits, c'est que je suis tombé en panne de voiture du côté de Lorient. J'ai dû trouver in extremis un logement parce que personne ne pouvait récupérer la voiture ce jour J. J'ai loué un de tes appartements, complètement improbable, qui était sur la thématique de l'enfance, de souvenirs. Oui. Il y avait plein de jeux partout. C'est pas toi qui m'as donné les clés, c'est ta femme. Oui. Et c'est elle qui, en discutant, je sais pas pourquoi, elle dit en fait, mon mari travaille dans la boîte, a travaillé dans la boîte dans laquelle vous êtes. Et en discutant, on s'est rendu compte qu'en plus, dans la boîte d'avant, on avait aussi travaillé dans la même entreprise avec 10 ans d'intervalle. On a 10 ans d'écart, c'était un peu improbable. Et j'ai dit, mais il faut qu'on se rencontre, ce truc, c'est génial. Et t'as pas voulu. T'as pas voulu qu'on se rencontre, mais ta femme t'a tanné pour qu'on se rencontre. Et finalement, on s'est quand même rencontrés. T'avais 10 minutes, on a passé 3 heures. Et c'est là où j'ai appris que tu buvais que du café noir sans sucre. Et ça m'a marqué parce que je suis aussi un peu sous ce format-là. Mais tu n'étais pas d'accord sur le fait que ta femme t'a tanné.
Alors, écoute, c'est formidable parce que parfois la mémoire revient et je pense que tu as la bonne version. Effectivement, j'avais pas envie qu'on se voit parce que j'étais à cette époque-là très pressé et que je compartimentais mon temps de façon très organisée. Et puis, c'est très bien que ma femme m'a tanné parce que, d'abord parce qu'on a fait une belle rencontre, sinon on ne serait pas là ensemble aujourd'hui. Et puis parce que, en développant ma carrière, je me suis rendu compte que ce qui était le plus important, c'était de prendre du temps pour rencontrer l'autre, que ce soit dans la vie perso ou la vie pro. Donc maintenant, on est d'accord sur la version, tu vois, comme ça. Oui. Et effectivement, notre histoire est une histoire de rencontre. Et ça, c'est assez formidable parce que c'est aussi l'histoire de ma vie professionnelle. Et tu as raison de le souligner. Puis c'est bien aussi de recontextualiser parce qu'on s'est connus au hasard, mais on n'est pas là aujourd'hui par hasard. Alors, je me souviens plus si je t'avais raconté cette histoire, mais en fait, on s'était rencontrés avant. Non. Mais je n'avais pas osé venir te voir. J'étais avec ma femme, à l'époque, on arrivait à manger entre midi et deux, ensemble en plus, dans un resto asiatique qui était rue Santeuil. Ah oui. Et je pense qu'on va reparler du rue de Santeuil tout à l'heure. Oui. Et tu mangeais à l'époque avec un de tes collègues, camarades de jeu, architecte aujourd'hui. Et je vous écoutais en fait, parce qu'il n'y avait que 4 clients, c'était nous 4. C'est peut-être pour ça que ça a fermé d'ailleurs, le Song, je crois, ou un truc Song et Saveur. Song et Saveur, voilà. Et j'écoutais et je dis, mais si, c'est des gars, j'adorerais discuter avec ces gens-là, ils ont l'air de s'éclater dans le truc. Et on s'est croisés des mois après, quand je t'ai vu, j'ai dit, mais en fait, on s'est déjà vu. Ah, c'est amusant. Et ça, je me souviendrai mais vraiment toujours de cette image-là. J'ai ma femme me dit, mais arrête d'écouter. Je dis, mais si, moi, ça m'amusait. Non, tu ne m'avais pas dit, mais tu as raison de le souligner. Je pense qu'en ayant choisi un autre format il y a plus de 20 ans, en décidant de passer d'un monde très processé, dans lequel j'étais très bien, dans lequel j'ai appris beaucoup de choses, à un format complètement nouveau pour moi, celui de créer un labo de créativité, j'ai eu, en choisissant, cette chance de faire le bon choix. C'est-à-dire d'être dans une fonction, une organisation, un déroulement qui me convient complètement et dans lequel j'ai vraiment la chance de prendre beaucoup plus de plaisir que de peine au quotidien, et ça depuis plus de 20 ans. Alors justement, c'est quoi ton plus grand plaisir dans le travail ? C'est d'être créatif. Moi, l'histoire de ma vie, c'est d'être créatif. C'est d'imaginer des choses pour lesquelles je vais donner corps. C'est de pouvoir gagner ma vie avec des clients qui vont me demander de mettre en place avec eux, pas pour eux. Moi, c'est toujours en collaboration avec eux, des choses extraordinaires. Aussi bien dans le domaine de l'événementiel que dans le domaine de l'architecture. C'est de pouvoir voyager beaucoup avec mon job ou sans mon job. J'ai eu la chance, alors principalement, mon métier il s'exprime dans l'Hexagone, mais j'ai eu la chance d'être formé à Singapour, de faire l'an dernier une boulangerie dans l'État de New York, de concevoir il y a 2 ans en Colombie, dans la forêt amazonienne, un édifice qui est à la fois un lieu d'exposition, un bar, un restaurant, de revenir du Maroc pour faire, j'y étais il y a 2 jours, pour faire un projet de maison d'hôte, ça a quand même été ma spécialité pendant des années, au bord de la mer. Donc moi j'ai un métier qui me permet de gagner ma vie autour d'un thème qui me passionne, qui est la créativité. Donc je suis un homme heureux. On ne peut pas mieux faire dans ce cas-là. Ah non. On a toujours des éléments importants. Alors, je dis souvent aux étudiants qu'on accompagne, même d'ailleurs ceux qui sont déjà aujourd'hui diplômés, c'est des contraintes, le travail, mais pas que. C'est-à-dire que et c'est d'ailleurs l'histoire même du podcast. C'est-à-dire que bien sûr que dans le boulot, il y a des contraintes, il y a plein de choses qui peuvent paraître un peu étranges, puis on travaille pour vivre financièrement, mais on ne peut pas se limiter à ça. Et travailler se limite de toute façon pas automatiquement à ça. On fait des rencontres, on fait des choses un peu improbables. Alors je t'ai demandé de ramener un objet, c'est ce que je demande à tous mes invités. Tu as ramené quoi et pourquoi ? Bon, alors moi j'ai ramené un objet un peu iconoclaste. J'ai ramené ce jouet qui est un parachute qu'on lance en haut d'un immeuble ou d'une petite montagne. Et puis quand on lance, le parachute se gonfle et puis le petit parachute, il plane. Alors quand tu m'as demandé de ramener un objet, j'aurais pu en ramener plein parce que j'adore les objets. Et celui-là, il a plein de significations. D'abord, c'est un cadeau qu'on m'a fait d'un ami proche, d'un ami cher. Donc je trouve ça joli que ce soit un cadeau, cette idée de partage, d'un ami qui peut imaginer que cet objet baroque va vous plaire. Et il a raison.
La deuxième chose, c'est que c'est un jouet d'enfant. Alors moi, je ne prône pas dans mon métier de revenir comme un enfant. Je prône dans mon métier, avec et pour mes clients, le fait qu'il faut reprendre la liberté d'être créatif comme un enfant. Alors quand on a un adulte, ce serait crétin de penser qu'il faut réfléchir comme un enfant. Par contre, avoir la liberté de penser comme un enfant, il y a quelque chose d'important. Et puis, c'est principalement pour ces raisons. Et puis alors, il y a quelque chose qui peut paraître assez étonnant, mais quand tu m'as demandé de ramener un objet, cet objet, il m'a pensé aux conférences et aux formations que je fais. C'est-à-dire que je dis souvent, ce que je vous propose, c'est qu'ensemble, on travaille en toute sécurité, mais sans aucune garantie. Alors, quand on saute d'un avion, la sécurité, c'est le parachute. On ne va pas se scratcher au sol. Par contre, on n'a pas la garantie que quand on saute en parachute, que ça va nous plaire. Alors, la plupart des gens qui font un baptême disent c'était extraordinaire, puis il y en a qui disent je ne referai plus jamais, j'ai eu peur. Donc j'aime bien cette idée d'être en toute sécurité et il n'y a pas de garantie. Donc, il pourrait y avoir d'autres raisons, mais principalement pour ces 3 raisons, il m'a semblé amusant et parlant de pouvoir amener cet extraordinaire jouet de mon enfance, le parachute. Tu as déjà sauté en parachute ? Alors non, j'ai fait du saut à l'élastique, j'ai fait du parapente, mais je n'ai pas encore fait du saut en parachute. Ah bah moi, je te le conseille parce que j'ai eu l'occasion de le faire. La même année, j'ai fait un saut élastique d'une grue et j'ai sauté en parachute. C'est comparer une 2 chevaux à une Ferrari Enzo. Donc, je te conseille très fortement de sauter en parachute. Dans ton coin, tu peux le faire facilement au-dessus du Gove Morbihan. On se prend pour un oiseau. C'est assez extraordinaire. Ça fait partie des objectifs. Eh ben écoute, il va falloir qu'on trouve un moment pour le faire. Quitte à le faire ensemble d'ailleurs. Allez. Je connais des gens qui sautent là-bas, donc il y a peut-être moyen de négocier ça. L'idée aussi de quand on travaille, on rencontre des gens. Est-ce que tu pourrais me citer une rencontre qui, vraiment celle qui t'a une rencontre de travail qui t'a le plus marqué ou la plus improbable sur ces dernières années Alors, je vais en donner 2 parce que pour moi, celle qui m'a plus marqué, c'est pas forcément la plus improbable. Celle qui m'a le plus marqué, c'est pas parce que c'est la plus récente, mais parce que je trouve que c'est la plus sincère. Je parlais tout à l'heure de formation et de conférences, et je travaille avec un ami que j'ai rencontré en école de commerce, donc il y a très longtemps, et on a eu une racine de parcours identique, et puis après des chemins complètement différents. Cet ami, je peux le nommer ? Oui, pas de souci. Donc Sébastien Littmann, qui est un intervenant connu dans le monde du management. Lorsque je lui ai expliqué, il y a quelques années, que je souhaitais de plus en plus transmettre cette valeur joyeuse qu'est la créativité, et notamment en entreprise, il a eu une réflexion qui est très intéressante, qui était de dire « c'est bien de vouloir transformer chacun des salariés en pur sang arabe de créativité qui va pouvoir exprimer la substantifique moelle de sa pensée généreuse, mais il faut quand même mettre les purs sangs dans un enclos. Il faut le manager. » Et ce garçon, il a une qualité qui est formidable, qu'on retrouve parfois en entreprise, c'est la sincérité. Il est pétri, empreint, il respire, il exulte la sincérité. Et je trouve que, non pas avec l'âge, mais avec un parcours qui s'inscrit dans la durée maintenant, je trouve que cette idée de sincérité est une belle idée. Donc, c'est, je pense, et aussi sincèrement, la plus belle rencontre que j'ai pu faire. La plus improbable, alors, la plus improbable, c'est avec un client qui est devenu multi-client dans plein de domaines, qui est un grand chef d'orchestre, qui s'appelle Hervé Niquet, qui est aujourd'hui le patron des chœurs de l'Opéra de Bruxelles, qui est le patron du concert spirituel, qui est le plus grand spécialiste mondial de musique baroque française. Et alors, c'est très improbable pour plein de raisons. La première, c'est qu'il avait loué un appartement improbable que j'avais fait à Nantes. Et au terme de sa location, qui avait duré 1 mois, puisqu'à ce moment-là, il était chef délégué d'orchestre à l'Opéra de Nantes, il m'appelle un matin en me disant « je souhaite vous voir ». Alors je lui dis « quand ?» Il me dit « maintenant ».
Bon, alors je me plie aux caprices du chef d'orchestre, je le rencontre et il me dit écoutez Yann, j'aime beaucoup ce que vous faites, donc je viens d'acheter un appartement à Nantes et c'est vous, donc ce n'est pas une demande, hein, c'est une affirmation, une assertion, c'est vous qui allez le faire. Alors évidemment, j'ai été ravi de faire ce projet pour ce personnage très baroque comme sa musique. Et puis ensuite, on a cheminé sur d'autres projets ensemble. J'ai eu la chance pour lui d'exaucer un de ses rêves, d'enfant, on parlait d'enfance. Lui, depuis des années, il voulait rajouter une dimension émotionnelle au concert qu'il dirigeait avec du parfum. Et ça tombe bien, puisque une de mes spécialités, c'est de créer des odeurs pour animer, amplifier émotionnellement des opérations. Donc je l'ai accompagné pour 3 concerts exceptionnels à la Chapelle Royale de Versailles pour mettre en odeur le Messie d'Handel. C'est quand même incroyable d'avoir un client pour qui au départ vous allez faire un bel appartement dans le centre historique de Nantes et puis ensuite vous allez l'aider à mettre en parfum un concert. Puis c'est une rencontre aussi étonnante parce que je vais te raconter une anecdote que tu connais peut-être pas. Il y a quelques années, je suis allé en Inde, je vais souvent en Inde, et la nuit, pendant une semaine, je suis parti photographier quelque chose qui me fascine, qui sont les chiens errants et galeux qu'on trouve dans les rues. Et quand je suis revenu d'Inde, j'ai créé un bouquin d'insultes canines qui s'appelle « Espèce de chien galeux ». Une photo, une insulte. Espèce de cabot, chien de cirque, parisien tête de chien, parigot tête de veau. Donc une photo et une insulte. Et j'ai créé une odeur qui est l'odeur de l'aboiement du chien galeux. Et j'ai voulu que le livre soit préfacé par quelqu'un qui serait absolument à l'inverse de cette pensée iconoclaste. Et donc j'ai appelé le chef d'orchestre. À ce moment, il était en Chine, il donnait un concert. Et je lui dis, Hervé, j'aimerais que vous me préfaciez un livre d'insultes canines. Et je l'entends me répondre, vous êtes complètement fou, envoyez quand même le livre à ma secrétaire générale et je verrai en rentrant de ma tournée en Asie. Et donc il rentre de sa tournée, il m'appelle et il me dit, Yann, je veux que ce soit moi qui préface ce livre et personne d'autre, je veux que ce soit moi. Donc Hervé Niquet, il est pluridimensionnel dans ma vie professionnelle, puisque j'ai bossé avec lui, il a accepté de préfacer un des bouquins que j'ai écrits, et je trouve, on parlait de rencontre et de partage, que c'est une très belle rencontre improbable. Alors je ne connaissais pas d'où était arrivée l'idée, mais j'ai le livre. Tu as raison, je te l'ai offert. Et tu sais qu'il sent encore. Hein. Ah oui, mais oui, c'est une odeur absolument exécrable, très forte, qui n'est faite qu'à partir de quelques molécules d'ambre extrême, qui a été fait par un grand nez qui s'appelle Rennie Mackenzie, qui est né NEZ à New York. Et je me permets de dire aussi qu'il est intéressant, il est précieux parfois de faire des choses inutiles. Ce livre est complètement inutile, il ne sert à rien. Sinon à pouvoir m'être exprimé, avoir fait travailler un parfumeur américain. Et c'est une pensée fugace qui ne sert à rien. Et j'adore cette idée de choses inutiles. Moi, je fais beaucoup de choses. C'est pas tout nouveau. En tout cas, les gens qui me connaissent savent que je suis un peu un touche-à-tout. Il faut que ça aille vite. Et ce que je pensais être des choses inutiles, ou en tout cas pour moi, ne le sont pas forcément pour les autres. Ou peuvent être utiles plus tard. Oui. Ce que tu as fait là, ça t'a certainement donné des idées complémentaires. Donc le côté inutile, d'ailleurs même le mot inutile est inutile, parce que tout a son utilité. Enfin, y a pas de, c'est très philosophique ce que je dis là. Non, mais c'est une belle philosophie pratique de l'instant. C'est pour ça que je précisais qu'il est précieux de faire des choses inutiles. Dans un monde de chiffres rationalisés dans lequel on demande un rendement, faire des choses qui, tu as raison de le dire Guillaume, qui dans un premier temps peuvent sembler futiles, peuvent nous amener à réfléchir différemment. J'y crois fondamentalement. Oui. Est-ce que tu peux me donner une anecdote, celle qui t'a la plus marqué dans ta vie professionnelle ? Un moment où, tiens, ça je m'en souviendrai toute ma vie parce qu'il y a eu un truc, quoi. Alors, ce qui m'a le plus marqué, c'est de comprendre que lorsqu'on est très radical dans son audace, ça peut être très payant. Il y a quelques années, j'ai eu une idée qui semblait
au moment de l'émission de cette idée complètement fou, inutile, étrange, et qui m'a absolument lancé dans ma carrière. Il y a quelques années, j'ai imaginé investir une toute petite conciergerie du XVIIIe siècle dans le centre historique de Nantes, rue Malherbe. Et je me suis dit, pourquoi je ne transformerais pas le temps d'une nuit des clients en hamsters? Donc j'ai créé la Villa Hamster. Et la Villa Hamster, c'était quoi? C'était un concept où on pouvait vraiment dormir. Il y avait un lit. Sa particularité, c'est qu'il était dans une cage. Donc il fallait qu'on monte des escaliers, une échelle en métal pour dormir dans une cage. Et il y avait une grande roue dans laquelle on pouvait faire, tel un hamster, son sport. On pouvait laper de l'eau en montant sur un cube à laper, en montant sur ce cube. Le poids de celui qui montait sur le cube faisait jaillir du mur de l'eau qu'on lapait comme un hamster. Quelque chose de complètement dingue. Et je n'avais pas imaginé les retombées de cette petite folie. Puisque, alors d'abord, on a fait la une du blog du Wall Street Journal. On a eu des articles dans le Times. Le journaliste du Times à Londres est venu dormir dans cette maison et a rédigé un article. On a eu des articles dans China News, dans Le Guardian, dans Le Temps, dans El País, j'en passe et des meilleurs. Et en fait, ce qui a été très intéressant, puisque le produit ne se moquait pas du monde, on venait y dormir, il y avait un vrai lit, il y avait une cuisine, mais ce qui était très intéressant, c'était de se dire qu'en s'autorisant à avoir l'idée d'un logement très décalé, qui néanmoins correspondent à des critères, celui de dormir, celui d'avoir du Wi-Fi, celui d'avoir une cuisine, mais en étant très radical dans son expression, on pouvait séduire, on pouvait être sincère, on pouvait en créer un système économique, parce qu'on gagnait de l'argent. Et donc ça m'a absolument, définitivement déverrouillé dans ma vision non pas rocambolesque, mais dans ma vision assez radicale, que la créativité, c'est quelque chose qui parfois doit renverser la table. À minima de bouger les meubles, mais parfois aussi de renverser la table. Donc ça m'a propulsé dans ma carrière, mais ça m'a aussi profondément marqué dans ma vision de l'usage de la créativité. Moi, je dis souvent à mes étudiants en marketing, d'ailleurs c'était quand je donnais encore des cours, c'était une de mes clés d'entrée, de dire que il faut que ce soit différent parce qu'on le retient quand c'est différent. Oui. Ça ne fonctionnera pas forcément à chaque fois, Oui. mais on voit bien que quand il y a quelque chose qu'on a retenu, qui a bien fonctionné dans le temps, et ça se vérifie quand même dans beaucoup de situations, notamment pour les marques ou des grands produits un peu aujourd'hui iconiques, ils étaient très différents au départ. La Renault 12 en forme de poire, s'il n'y avait pas un journaliste qui ait dit que c'était en forme de poire, personne ne l'aurait retenu. C'était une voiture, et pourtant c'était une voiture qui est devenue une icône derrière, qui ne s'est pas forcément bien vendue, mais en tout cas qui a alimenté technologiquement plein d'autres véhicules, les premiers châssis en alu, plein de trucs comme ça. L'iPhone qui était un format un peu disruptif, s'il n'était pas très différent, même en termes de design, ça n'aurait pas fonctionné non plus. La vache mauve de Milka, si on croise une vache mauve aujourd'hui dans un champ en Normandie, on va se demander quand même ce qu'on a pris au petit-déj, mais n'empêche qu'on s'en souvient. Et dans les pays où la couleur n'a pas été déposée, ce qui est le cas de l'Angleterre pour Milka, où c'est blanc, les gens n'ont pas cette impression-là de la marque. C'est pas le produit, c'est finalement l'image qu'ils ont donnée de la marque. Donc c'est hyper intéressant ce que tu dis pour le coup, même en termes de market ou de com, tenter des choses. Et j'aime bien aussi ce que tu développes, l'idée de l'incrémentation, l'idée des essais répétitifs pour arriver à quelque chose, non pas de complètement finalisé, mais quelque chose qui va s'appuyer sur l'addition de ce qu'on a fait avant. C'était le cas de la Villa Hamster. Avant de faire de la Villa Hamster, j'avais créé beaucoup de gîtes qui étaient thématiques à Nantes. Ça faisait partie C'était étonnant parce que ça faisait partie des premiers appartements qu'on pouvait louer pour une nuit. Airbnb n'existe pas ou commence à poindre aux États-Unis, mais pas du tout en Europe, encore moins en France. Mais pour créer la Villa Hamster, il m'a fallu d'abord créer d'autres gîtes, d'être suffisamment à l'aise dans la compréhension de ce que doit exprimer un gîte, avant de m'aventurer dans cette aventure loufoque, qui s'est avérée très payante, mais complètement loufoque. Mais il y a vraiment cette idée que quand on fait quelque chose, il faut accepter de trébucher, de trembler, de se tromper un peu,
en tout cas d'expérimenter. Et je pense que dans mon domaine, qui est celui de la créativité, l'expérimentation est beaucoup plus importante que la connaissance en elle-même. Donc il faut se planter, c'est pas grave. Ce qu'il faut essayer, c'est de ne pas mourir quand on se plante, de s'écorcher un peu, de se blesser un peu, c'est pas trop grave. Mais ce qui est très important, c'est l'expérimentation. Bon là c'est un peu moins rigolo, mais, mais c'est vrai que de toute façon on apprend d'échecs, il y a plein aujourd'hui de gens qui en parlent très bien d'ailleurs. Alors, les échecs XXL généralement quand ils en parlent, hein, c'est des trucs qu'on n'aurait pas aimé les vivre. Au contraire, hein, une anecdote qui pour toi est vraiment à mourir de rire, est-ce que tu as un truc qui t'a beaucoup fait rire? Ouais. Ou alors tu n'avais pas trop le droit de rire, mais tu en as quand même rigolé. Voilà, j'ai quelque chose en tout cas qui a fait rire les autres, moi un peu moins sur le coup, mais beaucoup maintenant. C'était dans ma première vie, qui était ma vie dans les grands groupes. Je travaillais pour un groupe américain dans lequel on a bossé tous les deux, le groupe Mars Alimentaire, qui est l'archi-leader mondial dans plein de domaines, celui de la confiserie, celui du pet food. Et donc à l'époque, je suis jeune vendeur. Et avant de devenir responsable régional des ventes, je postule pour un job au marketing au siège. Donc à Agno. Agno. Ouais. Et donc je suis reçu par deux femmes, une allemande et une alsacienne, avec beaucoup de qualités, mais en tout cas pas celle de l'humour. Donc j'ai un entretien qui est assez radical, assez froid. Et je me rends compte au cours de l'entretien que ces deux femmes contiennent des rictus de rire et je ne comprends pas ce qui, dans mon discours, les a fait rire. Donc, tout en continuant à parler, à répondre à leurs questions, j'essaye d'analyser ce qui les fait marrer. Enfin, elles ne rigolent pas franchement, mais je vois qu'elles résistent. Et à ce moment-là, Guillaume, j'ai un tic que j'ai un peu moins maintenant, je l'espère. C'est que je mets toujours, à l'époque j'ai plus de cheveux, donc je mets mes cheveux comme ça sur ma mèche. Et je me rends compte pendant l'entretien que mon stylo bille à bic bleu a coulé. Et donc j'ai les mains qui sont entièrement bleues. Et comme j'ai ce tic, eh ben, j'ai mis du bleu partout, sur mon front et sur mes cheveux, ce qui évidemment doit être très drôle vu de la part des recruteuses, puisque j'ai un décalage complet entre un discours très méthodique, très mainstream, et puis ce visage de clown. Alors, je suis parti, elles me l'ont dit, parce qu'elles avaient envie de se marrer. Le souci, c'est que quand tu vas enlever de l'encre bleue sur le front, sur les cheveux, ça part pas. Donc j'ai continué l'entretien tel Bozo le clown, en étant absolument pas crédible. Donc je n'ai pas été recruté, bien évidemment. Probablement, j'aime à le croire, à cause de cette figure de clown. Ça m'a pas fait rire pendant ce moment, mais aujourd'hui, ça me fait beaucoup rire. Alors les entretiens, j'en ai quand même fait passer beaucoup, sont souvent une source de franche rigolade après coup. Oui. J'aime bien faire passer des entretiens, je les fais rarement seul, je trouve que c'est pas un truc qui est utile, puis j'aime bien pouvoir rebondir aussi avec les personnes avec qui je suis. De temps en temps on sèche aussi et c'est sympa de rebondir, et j'en ai eu des souvenirs incroyables. Et d'ailleurs j'en ai un, c'était pas un entretien puisque j'avais passé déjà les entretiens, je rentre chez Mars, c'est mon premier jour chez Mars. Contrairement à toi, j'étais pas dans la partie sucrée de Mars, mais dans la partie pet care. Ouais. Donc j'étais à Saint-Denis-de-l'Hôtel, qui est le siège de Mars en France pour cette partie-là. Et c'est un grand open space, les Américains adorent ça. Et il y a des îlots de tables, il n'y a pas vraiment de segmentation, c'est-à-dire que c'est pas un tel ou un tel, ils ont tous c'était il y a longtemps, c'était dans les années 2000, début 2000, ils ont tous leur tiroir avec leurs affaires. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des codes malgré tout, c'est-à-dire qu'il y a plutôt le market, plutôt la com, plutôt etc., etc. Mais je les connais pas, moi, ces gens-là. Et on vient d'avoir nos ordinateurs, il faut que je me connecte, et il dit, va dans l'open space, tu vois, il y a des places de dispo. Je prends le premier truc qui passe et je m'assois. Et je discute avec les mecs autour de moi, tous des pipis hyper bien câblés, ça parle anglais, ça parle truc. Je suis vachement bien, mais putain, je sens qu'on se marre. Il y a des gens qui se marrent, dont moi N+1, que je connaissais aussi à peine. Je l'avais à peine rencontré à ce moment-là. Et je passe une heure à rien et je galère sur un code. Le gars, il me dit, lui était des Pays-Bas. Et un type, je sais pas, 45 ans, 50 ans, il me dit, attends, on va t'appeler la DSI, le type de téléphone, puis tout le monde se tutoie, donc je tutoie, c'est très américain.
Puis quand je repars, elle dit, mais dis donc, t'as un de ces culots. Je dis, mais comment ça? Mais tu sais que c'est ton N+13. Le gars, c'était le patron de l'Europe. N'empêche que je suis resté copain avec lui pendant des années. Et c'était de la rencontre incroyable. Mais j'avais un peu honte quand même. Je dis, mais c'est pas possible, je viens d'arriver, j'étais à table. Il dit, mais en fait, ça, c'est la table des patrons, quoi. Il dit, tu t'assois pas à cette table-là. C'était que des gars qui avaient des postures et qui venaient que de temps en temps au siège parce que c'était des patrons européens. Et n'empêche que ça m'a servi plus tard parce que pour un autre job, j'ai donné le nom de cette personne-là comme référence. Et le patron de la boîte qui voulait me recruter, il lui a téléphoné. Il était aux États-Unis à cette époque-là. Il a dit, je vous téléphone dans 6 heures, vous venez de me réveiller, je suis aux États-Unis. Et il l'a fait. Il se souvenait en partie de moi. Il a vite fait regarder mon profil LinkedIn. Il s'est souvenu de moi. Il dit, si, lui, c'est bon, vous pouvez le prendre. J'ai eu le boulot grâce à ça. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs complètement improbables. Et sur le coup, ça me faisait moyennement rire. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est mon premier jour, je vais me faire virer. Et en fait, non, ça s'est très bien passé. Peut-être aussi parce que c'est une boîte qui fonctionne, qui est très ouverte. Qui est très ouverte, oui, exactement. Et Alain, là, on parle d'un souvenir. C'est vrai que sur le moment, ça nous fait moyennement rire. Mais on a des souvenirs aussi qui nous font marrer aussi sur le moment. Moi, je me souviens de fou rire improbable que je n'ai pas réussi à tenir. J'ai dû sortir de réunion. Je suppose que ça t'a déjà arrivé, ça. Alors moi, j'ai eu un fou rire après coup pour quelque chose. Alors, je vais le dire, c'est très étonnant, mais j'avais réalisé, je parlais tout à l'heure du chef d'orchestre, j'avais réalisé pour lui et avec lui à Nantes un appartement très baroque, avec des grands trophées qui étaient mis sur le mur, de vieux meubles anciens, des meubles parfois très étonnants. Donc c'est un appartement qui avait beaucoup de caractère, beaucoup de puissance. Et comme le chef d'orchestre n'était pas souvent là, il m'avait demandé de m'occuper de la location de cet appartement. Et puis quand il a vendu son appartement, j'ai rencontré de façon fortuite les voisins. Et donc en leur expliquant que l'appartement était vendu. Et ils m'ont dit qu'ils étaient très soulagés. Donc je leur ai dit, ah bon, mais quand on louait l'appartement, les clients faisaient du bruit. Et ils m'ont dit, non, en fait c'est pour une autre raison. J'ai dit, mais pour laquelle? En fait, on a compris après que cet appartement qui avait une puissance évocationnelle très forte, et en fait servait d'écrin pour le tournage de films coquins. Alors moi, je ne savais pas, évidemment, quand on loue un appartement, on ne sait pas forcément qui va dedans. Mais eux le savaient parce que je pense que les acteurs, les actrices portaient sans doute sur eux la promesse du film et qu'il y avait un peu de matériel qui rentrait dans l'appartement. Donc ça, j'ai beaucoup ri après coup, évidemment. Je me suis excusé auprès des voisins qui n'étaient pas forcément très en colère, mais qui étaient quand même un peu soulagés que ce bel immeuble nantais n'accueille plus ce type de tournage. Mais pour avoir visité l'appartement, je confirme que finalement, avec le recul, je me dis si finalement, ça aurait peut-être bien pu finir dans des films un peu olé olé. Non, écoute, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, je pense qu'on pourrait durer ad vitam aeternam sur des discussions comme ça. Tu seras jamais le premier, puisque tu es le premier à enregistrer ce podcast. Oui, je suis très content. Donc je suis hyper content que c'était toi. Est-ce que tu me recommandes quelqu'un que je pourrais inviter ici au prochain? Eh bien, écoute, je vais envie de te recommander la personne que j'ai citée tout à l'heure, Sébastien Littmann, parce qu'il a un parcours aussi qui est très intéressant. Et comme son parcours s'inscrit à la fois dans la créativité, mais aussi dans la rencontre qu'on a évoquée, je pense qu'à la fois qu'il aurait des anecdotes croustillantes, et puis aussi une parole sincère qu'il est, à mon avis, utile, peut-être même urgent d'entendre. Bah écoute, on se connaît un petit peu avec Sébastien, puisque ça pourrait être une autre anecdote. Il y a une bonne décennie maintenant, on s'était posé la question à trois d'ouvrir quelque chose. On n'est pas allé jusqu'au bout. Et je me souviens, et tu as raison de parler de la sincérité, je ne l'ai peut-être pas défini comme ça d'ailleurs, mais c'est le bon mot pour Sébastien. Il avait été sincère, il dit à cette époque-là qu'il ne le sentait pas, et il était sur un autre projet, sur de la location de maisons de luxe, de souvenirs. Et moi, ça m'avait marqué. J'étais nettement plus jeune. Je me dis, ça me faisait chier. Il faut être clair. Je me dis, attends, mais il abuse. On avait monté un truc, on avait avancé. Et ça sera l'occasion de déterrer des trucs d'ailleurs. Et ce qui est très intéressant, Guillaume, tu vois, c'est que de voir l'expression d'un nom, N-O-N, peut aussi créer du lien. Parce que Sébastien, il a un excellent souvenir, tu le sais, de toi. Et que parfois, dans nos carrières, dire non, c'est aussi être sincère. Et que la sincérité,
c'est parfois un message que je porte avec les étudiants ou avec les entreprises, c'est aussi une valeur qui peut nous faire gagner en entreprise, dans lequel on porte souvent des masques pour plein de raisons. Je trouve que l'expression de cette authenticité peut créer du lien, peut être très profitable. Bah écoute, merci. Écoute, on a commencé avec le clap parce que j'ai dit que j'avais un clap de cinéma. On va clôturer avec le clap. C'est quoi l'histoire du clap? Alors justement, l'histoire du clap. Alors c'est un vieux clap. Hein. Il a souffert. On voit encore les traces de scotch parce qu'à l'époque on n'avait pas de Velleda. On mettait un scotch en tissu dessus et on écrivait au feutre. On a dû le récupérer. Alors je sais pas l'âge exact du truc. C'était dans les années 80. J'étais encore tout petit. C'est la première fois que j'ai vu une équipe de tournage. Et on est parti avec. Alors on l'a pas volé, on va se mettre d'accord. Je vais t'expliquer. On était en vacances dans les Landes avec mes parents. On partait toujours plus ou moins au même endroit, à Maubuisson, qui était un tout petit village du côté de la Cano. Et à cette époque-là, il y avait l'été un regroupement politique qui se tournait vraiment pas loin de là où on était. Et mon père a été interviewé pour je sais plus trop quelle raison. Et ils ont oublié Clap parce que les politiques arrivaient, à l'époque c'était des ministres, des premiers ministres, ils arrivaient avec leurs grosses voitures, ils avaient des R25, des CX, des voitures qui pesaient le poids d'un âne mort. Et c'est du sable partout. Et il y a une voiture qui a été plantée. Et mon père à l'époque avait aussi une grosse CX. Et ils sont allés chercher quelqu'un qui pouvait sortir la voiture, il fallait une voiture aussi grosse. Et du coup, comme ils étaient un peu pris, coincés par ce truc-là, ils ont oublié sur l'arbre le clap. Et je l'ai gardé. Et je l'ai gardé, génial, je le balade un peu partout parce qu'il est à l'école aujourd'hui parce qu'on a eu besoin il y a quelques années, il est resté là, mais il a traîné longtemps à la maison. Il ne fait pas parler de la déco, donc il est parti ailleurs. Mais je l'ai gardé, c'est la première fois que je voyais une équipe de tournage avec des caméras énormes, etc. Aujourd'hui, on filme en numérique, mais c'est la première fois que je voyais quelqu'un être interviewé qui était mon père. Et en plus, je voyais pour la première fois des journalistes. C'est une très belle histoire. Voilà. Donc on fait le clap de fin là-dessus. Allez, clap de fin.